Allô tout le monde, je m'appelle Judith, je suis orthophoniste. Aujourd'hui, à l'épisode, Geneviève et moi recevons Anne-Moïse Richard et on va parler de réalité virtuelle. C'est un sujet vraiment d'actualité dans le domaine du bégaiement. Pour celles et ceux qui connaissent déjà un petit peu, mais qui aimeraient en savoir davantage, l'épisode est parfait pour vous. Puis pour ceux et celles qui savent pas trop comment ça s'applique, la réalité virtuelle avec les gens qui bégayent, à quoi ça peut servir, ben l'épisode est parfait pour vous. Donc, bonne écoute et merci d'être là du fond du cœur de la part de Geneviève et moi et de toute l'équipe de l'ABC. Merci d'être si nombreux et nombreuses à nous suivre. Bonne écoute à tous et toutes. Allô Judith! Allô Geneviève! Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on va parler de la réalité virtuelle pour les personnes qui bégaient. Et pour en parler, on est avec une spécialiste de la question, c'est Anne-Moïse Richard. Allô Allô Anne! Anne! Hey, salut Judith, salut Geneviève, merci pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. On sait que, puis je dis pas ça pour te gêner, mais on sait que tu es une sommité dans le domaine depuis plusieurs années. Fait qu'on est vraiment contente et honorée que tu sois ici. Merci! Ben, tout le plaisir est pour moi. C'est pas mal mon sujet préféré, puis en parler avec des gens passionnés comme vous, c'est encore plus intéressant. Yay! Ben oui. Puis Anne, ben c'est ça, on va te présenter rapidement. Oui. Donc, Anne, c'est ça, comme tu dis, tu es passionnée de bégaiement. Ça fait plusieurs années que tu es orthophoniste, puis que tu travailles avec cette clientèle-là. Depuis 2007, hein, tu travailles au centre de réadaptation Marie-Enfant du CHU Sainte-Justine à Montréal. Donc, Tout on à a fait. travaillé ensemble plusieurs années, là, quasiment 12 ans ensemble. Et depuis quelques années, tu es professeure adjointe de clinique à l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal. Et tu es également formatrice depuis quelques années. Tu as donné de la formation à plus de 200 orthophonistes au Canada, notamment en bégaiement. Oui, et tu es ici, comme j'ai dit plus tôt, pour parler de l'utilisation de la réalité virtuelle, donc de la RV, avec les personnes qui bégaient. Tu fais partie d'une grande équipe multidisciplinaire qui s'appelle l'équipe Virtuar, qui vise à développer un outil de RV pour les personnes qui bégaient. Et tu as publié le premier article sur l'utilisation de la RV chez des enfants et des ados qui bégaient. On va mettre dans nos références le lien vers cet article. Votre article et la recherche a été publié dans le Journal of Fluency Disorders, le JFD de son petit nom, qui est un des journaux les plus prestigieux en orthophonie, en bégaiement, en fait. Et tu as présenté les résultats de votre recherche au Congrès international sur le bégaiement et le bredouillement qui a eu lieu à Montréal en mai 2022. Et finalement, là, je vais vers un tout autre sujet. Tu es aussi la cofondatrice du mouvement Entendez nos voix, qui vise à faire connaître et reconnaître le travail des orthophonistes. On te remercie beaucoup pour cette initiative. On va d'ailleurs mettre un lien vers le mouvement dans nos références. Et finalement, après cette longue présentation, j'aimerais ça te dire un petit mot sur comment on s'est connus, parce que tu as une grande place dans ma vie en tant que personne qui bégait, étudiante à la maîtrise et au doctorat maintenant. On s'est connus en fait à une journée rencontre de l'ABC en 2016, peut-être 2017 en tout cas, puis j'avais entendu parler 2016. de toi avant. Ouais, c'est ça, c'était en 2016. On s'est beaucoup parlé. Tu m'as invité à donner un témoignage au CHU Sainte-Justine où tu travailles.
pour les enfants et pour les parents. J'avais donné ce témoignage-là avec Raymond Milan, qui est un adulte québécois qui était aussi sur le CA de l'ABC pendant quelques années. Puis je me souviendrai toujours, c'est toi un peu, t'es une des personnes avec Judith aussi, une des personnes qui m'a convaincue d'aller à la maîtrise en orthophonie. Puis je te remercie vraiment pour ça. Je me souviendrai toujours de quand tu m'as dit, ben là, fais-le! Vas-y, faut que tu postules. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Je me souviens de quand tu m'as dit ça, puis que tes yeux étaient tellement brillants. Merci encore. Ben, j'étais très surprise que tu doutes de ta légitimité comme potentiel futur orthophoniste. Je me disais, s'il y a quelqu'un qui peut avoir réfléchi sur le bégaiement puis qui est en mesure d'avoir la sensibilité d'accompagner quelqu'un qui bégait, je me disais que c'est sûr que tu allais être une bonne orthophoniste puis que tu allais avoir la passion de mener ce projet-là à bien. Merci. Mais moi, je vous renvoie à toutes les deux ce compliment. Vous êtes deux orthophonistes extraordinaires qui sachez très bien comment accompagner les gens qui bégayent et deux orthophonistes passionnés. Ça paraît vraiment. Et toi, Anne, tu es passionnée de RV, entre autres. Ouais. Donc, on va y aller avec notre première question. Donc, Anne, ça fait plusieurs années que tu travailles avec des outils de réadaptation en réalité virtuelle. J'ai comme allumé parce qu'on a travaillé longtemps ensemble à Marie-Enfant, puis là, je voyais des documents justement de projets que tu avais, tu sais, caractère marionnette dans les années 2015. Mais là, tu me disais que depuis 2012, tu travailles sur ce genre de projet-là. Ça t'intéresse, la réalité virtuelle chez les gens qui bégaient depuis 10 ans maintenant. C'est ça? Ben oui, c'est de voir à quel point la réalité virtuelle a énormément de potentiel. Puis en fait, c'est venu à la base d'une rencontre qu'on avait eue au Centre de réadaptation Marie-Enfant où on s'était fait dire, ben s'il n'y a pas de limite au plan technologique, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre monde clinique? Qu'est-ce qui pourrait être utile? Qu'est-ce qui pourrait être fait? Et pour moi, c'était évident là, que l'avenue de la réalité virtuelle était vraiment quelque chose à explorer. Pour que tout le monde parte sur les mêmes bases, peux-tu nous décrire ce que la RVC? Dans le fond, comment ça fonctionne? Comment on utilise ça? En fait, la réalité virtuelle, ça réfère à l'ensemble des technologies qui permettent de plonger une personne dans un monde artificiel qui est créé numériquement par ordinateur. Le monde, il pourrait être un monde totalement imaginaire ou la reproduction d'un monde réel. On pense souvent aux lunettes ou aux casques de réalité virtuelle, mais c'est possible aussi d'avoir des salles de réalité virtuelle où l'environnement va être projeté sur un mur, par exemple. Moi, de mon côté en clinique, j'utilise plus les lunettes de réalité virtuelle avec un ordinateur, mais ça fait quand même partie là, des avenues qui sont possibles. OK. Concrètement, est-ce que la réalité virtuelle, dans quel contexte tu trouvais que c'était pertinent pour les clients et les clientes que tu vois là, en réadaptation? Là? Donc, les enfants d'âge scolaire, adolescent. Donc, c'était dans quel contexte tu trouvais que ça pouvait être pertinent pour eux? Ben, c'est une excellente question. En fait, le besoin principal auquel je voulais répondre, c'est les jeunes qui vivent de l'anxiété par rapport à leur communication et qui font beaucoup d'évitement. On utilise en orthophonie une approche qui s'appelle l'exposition graduée. L'exposition graduée, c'est d'amener la personne à faire la situation de communication qui le stresse, puis augmenter graduellement le niveau de stress pour que chaque fois, ça a l'air juste d'un petit défi. Sauf que, ben, tu le sais bien, Judith, hein, dans le quotidien clinique, exposer le jeune plusieurs fois, par exemple, à commander au restaurant, c'est très énergivore, ça demande beaucoup de temps également. Puis, il y a tout l'aspect d'imprévisibilité. On ne sait pas comment la vraie personne, là, si on amène notre jeune qui bégait à s'exposer, comment la vraie personne va réagir. Alors, par la réalité virtuelle, on a vraiment quelque chose de prévisible, puis on peut aussi contrôler plein de paramètres dans la situation virtuelle pour que ce soit le plus gradué possible. Puis, ça nous permet de faire beaucoup de répétitions.
dans l'environnement pour que le stress diminue et que dans la vraie situation qu'on a simulée par la réalité virtuelle, ben la personne, elle se sente à l'aise de parler, puis on a une réduction, dans le fond, des comportements d'évitement. Ouais, parce qu'on sait que justement, quand le corps s'expose à la situation anxiogène plusieurs fois, ben les hormones de stress sont moins grandes d'une fois à l'autre. Puis là, ben avec des outils aussi de thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, on sait que la personne peut justement se rassurer plus facilement, puis elle s'expose souvent. Donc là, elle devient moins stressée, elle s'expose avec plus de confiance à la situation, Mhm. dans le fond. Exactement. On pense que ça prend 3 à 4 répétitions de la même situation pour avoir une diminution du stress. Donc, quand on le fait par réalité virtuelle, ben ça permet vraiment de pouvoir le faire de façon répétée. Puis tu parlais aussi là, de thérapie cognitivo-comportementale. Ben avec certains clients, c'est difficile d'avoir comme les habiletés d'introspection pour se projeter dans une situation passée, alors que dans la réalité virtuelle, on peut leur faire vivre, puis tout de suite après ou tout de suite avant, questionner les pensées. Donc, on a quelque chose de plus concret avec lequel travailler. C'est vrai, ouais. Ouais, puis ce que ça l'offre aussi, ben, on sait que c'est difficile de transférer les acquis et les outils vus en clinique dans la vraie vie. Puis la RV, ce que ça l'offre, c'est que c'est comme un peu un entre-deux entre la vie réelle et la clinique. Je me souviens, moi, quand j'étais petite, ben, quand j'étais petite, j'avais déjà 15 ou 16 ans. J'étais chez mon orthophoniste, puis on pratiquait des stratégies de façonnement de la fluidité ensemble. Puis là, elle m'a dit, Veux-tu qu'on aille à l'épicerie en bas de la rue ensemble pour que tu ailles parler aux poissonniers, tu sais, genre, puis mettre en pratique les stratégies apprises ensemble. Puis là, j'étais comme, OK! Fait qu'on est allé dans son auto, on est allé à l'épicerie faire ça, mais un coup sur place, là, je me rappelle encore, j'étais pas capable, tu sais, je pouvais juste pas essayer, tu sais, je voulais rien faire. Fait que dans une situation comme ça, je pense que la RV, ça aurait vraiment été pertinent parce que j'aurais Ouais. pu avoir comme un entre-deux. Puis tu disais, Anne, que la vraie vie, c'est imprévisible. C'est vrai, non seulement pour la personne, pour l'interlocuteur, qui là, dans ce cas-ci, était un poissonnier qui avait aucunement conscience de ce qui se passait, mais c'est risqué pour la personne qui bégait aussi, tu sais, c'est risqué de Ouais. se mettre à nu de même. Puis bref, fait que moi, je vois tellement de Ouais. bons côtés, là. Mais là, moi, je trouve que, tu sais, normalement, là, l'orthophoniste, justement, c'est ça notre travail d'aller graduellement exposer la personne. Si toi, tu voulais pas faire la situation, ça veut dire que ça fonctionne pas. Ça veut dire qu'on n'est pas, tu sais, moi, je le vois comme des escaliers, là. Puis dans le fond, on y va tranquillement, une marche à la fois, tu sais. Puis moi, je trouve que c'est tellement la personne qui doit décider, là, rendu à l'âge scolaire, là, le jeune peut décider, OK, toi, tu te sens comment? Tu veux-tu aller faire telle situation ou l'autre? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est le jeune qui doit choisir, tu sais. Qu'est-ce qui... Ouais. Puis là, mais ça, nous, on les connaît, nos jeunes, fait qu'on sait, ah, ben, veux-tu essayer ça? Veux-tu essayer telle situation? Ou, tu sais... Puis peut-être le poissonner, pour toi, c'était comme pas... C'était peut-être pas une situation qui était comme pertinente dans ton cheminement, tu sais. Je sais pas, là. À Mais en sa tout cas... défense, je voulais y aller, puis sur place, j'étais pas capable, tu sais. Mais encore là, elle m'avait demandé, à un moment donné, veux-tu juste aller demander à l'adjointe administrative, si tu veux, pour avoir une feuille de papier, puis je voulais même pas, tu sais. Fait que c'est là que la RV, quoi, ça aurait été vraiment chouette. Ouais. Puis tous les aspects aussi de pensée. Tu sais, peut-être qu'il y avait moins ces aspects-là. Ah oui, mais voir à quoi tu pensais, les émotions. Je pense qu'il manquait tout un pan, là. Ouais, parce que c'est beau de dire, OK, ben là, on pratique les stratégies bureau, puis là, boum, on s'en va, genre, les pratiquer chez tu sais, un inconnu, mettons. Tu sais, il y a pas mal d'autres affaires qu'on peut rajouter, là, tu sais. Mais je suis d'accord avec toi que la VR... Ah, je dis VR. Moi, je le dis en anglais, comme un campervan, genre le VR. Virtual reality. Je le dis en anglais. La RV, c'est vrai que ça pourrait être une autre option, tu sais, dans tout le pan des options, tu sais, pour s'exposer graduellement. Ouais. Puis tu parlais, Judith, de travailler sur les émotions, mais la RV te permet, tu sais, parce que en
en clinique, ben moi, je parle du côté de la personne qui bégait, mais on peut réfléchir à comment on s'est senti dans la situation X il y a 2 semaines. Mais là, ce que Anne disait plutôt que la RV, c'est vraiment dans le concret puis dans presque la réalité. Fait que sur le moment live, tu ressens quelque chose, tu sais? Oui, puis moi, je trouve que, tu sais, moi, souvent, je vais sortir beaucoup avec mes clients pour aller justement au resto, aller commander des choses. Mais je trouve que ce qui est dur, c'est la commande à l'auto. La commande à l'auto, là, c'est... On est sur le téléphone. Là, moi, je suis sur le téléphone avec mon client adulte, mettons, là. Puis là, la personne va commander, mais là, je suis sur le téléphone. Tu sais, je suis pas là. Fait qu'on dirait qu'il y a ça aussi, tu sais, c'est, tu sais, aller au Tim Hortons, ça va, aller au Subway, aller dans plein de restaurants, des magasins, ça va, tu sais, on peut le faire. Mais puis c'est vrai, t'as dit que c'est quand même énergivore aussi en temps, là, mais la commande à l'auto, ça, c'est difficile de comme le reproduire, tu sais. Fait que moi, je me dis, waouh, ça serait vraiment cool comme situation. Moi, j'ai beaucoup d'adultes qui ont cette situation-là qui est plus anxiogène, là, de commander à l'auto, là. Donc ouais, puis si on revient, Anne, aux travaux de recherche sur la RV que tu fais présentement avec l'équipe de Virtuor, Oui. tu as publié le premier article qui porte sur l'utilisation de cette technologie-là chez une population pédiatrique, en fait, chez les enfants et adolescents qui bégayent. Parce que certains articles qui se penchent sur l'utilisation de la RV chez des adultes. Donc là, c'est ça qui est intéressant, tu sais. Pourrais-tu nous parler un petit peu de ce qui s'est passé dans la littérature pour les adultes? Oui, bien sûr. Ben, c'est beaucoup là, les travaux de Shelley Brundage. Puis, elle a commencé par une étude sur les entrevues d'embauche. Elle a voulu voir, ben, est-ce que ce qu'on simule dans la réalité virtuelle, est-ce que ça peut induire du stress ou pas? Donc, elle a fait 2 types d'entrevues d'embauche, par exemple, une qui se veut comme supportante, puis une qui se veut stressante. On imagine une entrevue stressante, là, on a un environnement qui est plus formel, le directeur qui passe entrevue, il est pressé, il coupe la parole, il répond au téléphone. Et dans cette première étude-là, ils ont vu que les personnes qui bégayaient parlaient moins puis bégayaient plus dans l'entrevue stressante que dans l'entrevue qui se voulait supportante. Donc ça déjà, ben ça nous disait, en manipulant l'environnement virtuel, on peut induire du stress. Donc ça appuyait la pertinence là de travailler avec la RV chez les personnes qui bégaient, qui sont stressées de parler. Ensuite, ils ont fait une autre étude qui était plus sur l'anticipation. Ils ont voulu comparer l'exposition à une vraie situation et la même situation simulée par la RV. Puis, le niveau d'anticipation était le même. Fait qu'ils étaient autant stressés à l'idée de s'exposer virtuellement que de s'exposer dans la vraie situation. Puis, une troisième étude, ils ont regardé dans le fond, est-ce que le contenu de l'environnement virtuel va vraiment faire une différence? Donc, ils ont comparé une audience virtuelle, donc c'était comme une salle avec des personnes, là, comme si tu fais une petite présentation devant un auditoire, et ils ont comparé ça avec un environnement virtuel vide, puis le niveau de stress des participants était plus élevé devant l'audience virtuelle que devant l'environnement vide. Donc, ça démontre comme l'appropriation des personnes, ça démontre le fait qu'ils croient en fait que le fait de parler devant la salle virtuelle, ben ça leur génère les mêmes sensations au niveau du stress là, que quand ils doivent s'exposer pour vrai. Ouais, parenthèse là-dessus, il y a une fois, j'avais animé une rencontre de soutien avec l'ABC, là, ça fait quelques OK. années déjà, puis c'était sur Zoom, puis on avait parlé de la réalité virtuelle ensemble. Puis on avait trouvé sur YouTube, il y a des vidéos, parce que nous, c'était sur Zoom, là, pas de casque, rien, là, c'était vraiment Ouais. fait simplement. Puis on avait trouvé sur Zoom, il y a des vidéos, c'est des environnements c'est des vidéos d'une classe. Oui. Puis là, t'as un auditoire, puis ça dure comme 1 heure, 2 heures ou 3 heures même. Puis c'est des gens qui, comme dans une présentation, vont bouger un peu,
tousser peut-être, sourire, froncer les sourcils, tu sais. Puis les gens dans la rencontre, on était à peu près 10, puis on a toutes Ouais. ressenti un certain stress, puis on se disait: «Wow, OK!» Mmh. Fait que, tu sais, juste ça, c'était assez, donc ça confirme un peu ce que les recherches disent. Ben oui, tout à fait. Mais j'aurais peut-être quelque chose à ajouter, sur ton commentaire, Geneviève. Oui. En fait, là, dans les études, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que, des fois, on regarde l'environnement virtuel comme avec un œil critique pour voir, ben, graphiquement de quoi ça a l'air. Est-ce que, ça a vraiment l'air vrai? Et même si on prend un environnement là qui est, vraiment de base, par exemple, qui est un peu, pixelisé, tu sais, qu'on voit Mmh. que c'est fait par ordinateur, ben les ressentis, chez les personnes qui vivent de l'anxiété, ils vont ressentir, du stress, à parler dans ces Mmh. situations-là. Fait que ça a pas besoin d'être, tu sais, graphiquement parfait là pour, ben, faire le travail qu'on veut que ça fasse au niveau du stress. Mmh. Ouais, Ah, puis c'est c'est tant intéressant, hein? mieux parce qu'on voit qu'on n'a pas besoin d'une technologie super puissante, raffinée, qui coûte cher, tu sais, même si Ouais. on a quelque chose vraiment de base, ben, en clinique, ce que ça suggère, c'est que ça peut donner des résultats. Puis Mmh. là, ça, c'est des résultats chez des études sur les adultes, mais Ouais. il y avait aucune étude qui se penchait sur les effets de la ARV sur les enfants ou sur les ados. Puis on Ouais, sait exactement. que, ouais, puis on sait qu'à l'adolescence, qu'on bégaie ou non, ben c'est anxiogène. Donc clairement, cette population-là peut vivre de l'anxiété par rapport à leur bégaiement. Ben c'est prouvé aussi par d'autres, Ouais. recherches, là. Donc c'est sur les jeunes que porte, votre recherche. Est-ce que tu peux nous, décrire les grandes lignes, de vos travaux? Entre autres, qu'est-ce qui a motivé, votre recherche? Donc, ben, ça nous intéressait beaucoup là, de pouvoir utiliser la réalité virtuelle en clinique. Puis les études sur les adultes, ben, c'était très encourageant. Donc, on voulait voir est-ce que chez une population plus jeune, donc des enfants, des adolescents qui bégaient, est-ce qu'on allait observer les mêmes constats au niveau de des réactions dans l'environnement virtuel? On s'est demandé, est-ce que l'anxiété et le bégaiement vont varier selon l'environnement dans lequel le participant va être? Donc, on a voulu comparer une situation réelle avec la même situation simulée par la réalité virtuelle. Et ce qui nous intéressait particulièrement, c'était les exposés oraux, parce que c'est assez unanime là, chez les jeunes qui bégaient, c'est une situation qui est anxiogène, puis c'est une situation qui est quand même difficile à simuler en clinique. Donc, ça répondait vraiment à un besoin. Puis, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a utilisé des environnements du laboratoire de cyberpsychologie de l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais. C'est des environnements qui sont créés non pas pour les personnes qui bégayent, mais pour les personnes qui vivent de l'anxiété sociale. Par contre, on sait qu'il y a quand même beaucoup de liens, tu sais que, chez beaucoup de personnes qui bégaient, ils peuvent vivre également de l'anxiété sociale dans les situations de communication. Donc, c'est ça qui a été utilisé et dans la classe virtuelle, il y a possibilité d'avoir des réactions. Les Mmh. réactions dans la classe virtuelle, ils sont déclenchés par l'examinateur avec des touches. Donc, en appuyant, par exemple, sur la lettre B, je peux générer des bâillements de la classe, je peux générer des rires. C'est bien Euh, cool! Ouais, c'est vraiment cool, hein? Ouais. Puis, il peut avoir aussi là, l'enseignante qui fait un regard désapprobateur par son froncement de sourcils. Donc, Mmh. on a Ah, ça, voulu c'est voir. stressant, ça! Tu sais, Oui! quand ta prof te regarde de Ouais, ouais. Puis en tant que personne qui bégaie, là, ça arrive souvent que les gens froncent les sourcils quand tu bégaies, là, puis ça, en tout cas, moi, ça prend de mon énergie cognitive, tu sais, je suis comme: «Bon, là, la personne est en train de se demander ce qui se passe». Bref, fait que c'est vraiment, c'est pertinent que ça soit, dans votre outil. Ben oui, vraiment. Fait que c'est ça qu'on a voulu comparer, puis on voulait voir, ben,
est-ce qu'il y a un stress qui est généré par le fait d'être dans un environnement virtuel? Puis pour comme écarter ça, on avait un environnement contrôle qui était un appartement vide. Donc, tu sais, dans le fond, il se promenait dans l'appartement puis il le décrivait. Puis, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'ils devaient simuler un exposé oral. Donc, ils ont fait un exposé oral devant un vrai groupe de personnes qui étaient, dans le fond, les autres participants à l'expérimentation. Et ils ont fait 2 autres exposés oraux, un devant une classe virtuelle neutre dans laquelle je déclenchais pas de réaction, et un autre exposé oral dans un environnement virtuel avec les réactions. Comme le supportant, comme on disait tantôt, classe supportante, puis une classe, tu sais, avec réaction moins le fun, tu sais, avec ces deux... Ben, en fait, elle était pas particulièrement supportante. Je te dirais que dans l'auditoire, c'était plutôt comme... des faces basses. Exact. Non, mais c'est assez neutre. Il y a pas vraiment de réaction. Donc, c'est ça qui a été comparé. Puis on a voulu voir la quantité de stress, la quantité de bégaiement dans ces différentes situations-là pour pouvoir les comparer, pour voir est-ce que ce qui a été trouvé par Brundage chez les adultes, c'est la même chose chez les jeunes qui bégayent. Parce que là, vous aviez 10 jeunes entre 9 ans à 17 ans dans ce projet-là. Ouais. Puis là, chacun avait les mêmes, tu sais, les présentations à faire dans le même type là, de tâches à faire, là. Exactement. La seule chose qui a changé, c'est que il y a la moitié des participants qui ont fait la classe réelle en premier, puis l'autre moitié qui ont fait la classe virtuelle en premier. Parce qu'on pense que plus on s'expose à une situation, plus le stress diminue. Donc, c'est important pour nous de contrôler ça. Par contre, la classe neutre a toujours été faite avant la classe avec des réactions, juste parce qu'on voulait pas comme trop les brusquer, là. On prend soin de nos participants. Oui, c'est ça. Tu commences, puis là, déjà, tu fais rire de toi. Ta prof, elle fronce tes sourcils, genre. Puis, puis en fait, ce qu'on a trouvé super intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre le stress dans la classe virtuelle puis la classe réelle. Pendant qu'ils étaient dedans, là, on leur demandait de répondre là, par une échelle qu'on appelle auto-rapportée de 0 à 10. Ils disaient ressentir la même chose. Puis il n'y avait pas non plus de différence entre la classe neutre puis la classe avec les réactions. Ça nous a un petit peu surpris, mais c'est peut-être justement parce qu'ils ont tous fait la classe neutre en premier. Donc, c'est ça. Puis une chose que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est que il y avait par contre une différence dans l'anticipation. Ce que je veux dire, c'est que l'anticipation était plus grande pour la classe réelle que pour la classe virtuelle. C'est comme si la classe virtuelle, il disait « c'est pas vrai, fait que je suis moins stressée ». Mais à l'intérieur de l'environnement, finalement, il ressentait la même chose. Mais ça a des implications cliniques énormes parce que dans le fond, le jeune qui bégait va être beaucoup plus enclin à s'exposer à la situation virtuelle qu'à la situation réelle. Donc, ça fait comme notre entre-deux parfait là, pour les amener à s'exposer pour vrai. D'où l'idée que ce qu'on disait tantôt, Geneviève, c'est exactement ça. Si t'avais un poissonnier virtuel, t'aurais eu moins d'anticipation. Ah, mais non, ça te tentait, t'avais pas d'anticipation. Tu disais que ça te tentait d'aller en fait, j'avais... Hey, je me souviens de ça comme si c'était hier, ça m'a marqué. J'avais de l'anticipation beaucoup, mais j'avais le guts d'y aller. Mais un coup dans la situation réelle, là, j'étais comme « non! Sorry! » Là, en plus, je me sentais hyper coupable parce que je me disais « Mon orthophoniste va être déçu, elle va donc même trouver poche, blablabla. » Là, j'étais rentrée chez nous vraiment penaude. Je me souviens de ça. Ah, mais ça aussi, moi, je trouve ça... Ah non, ça, j'aime pas ça! Parce que justement, on veut que les jeunes... On veut que ça soit le fun de manière générale aussi, s'exposer. Il faut justement que ça soit tellement graduel que ça soit pas... c'est pas un challenge ou il n'y a pas à plaire à personne. Ou... En tout cas. C'est là toute la pertinence de la réalité virtuelle. Puis de toute la préparation qu'on peut faire en amont. Je trouvais que tu le décrivais bien, Judith.
tu sais, vraiment sonder comment tu te sens par rapport à ça. Puis probablement que t'es arrivé devant le poissonnier, puis c'est là que ton scénario catastrophe est apparu, alors que, ben peut-être si t'en avais discuté avec ton orthophoniste, t'aurais pu le réaliser comme plus tôt dans le processus que tu trouvais que c'était un défi peut-être un peu trop grand pour où est-ce que tu étais rendu. Oui, mais c'est ça. Mais je pense quand même que même avec un travail sur les émotions, puis un travail plus de nature psychologique, que la RV a toute sa pertinence quand même parce Ouais. que je me connais, là. Ben, pas juste pour moi, mais c'est une chose de réfléchir théoriquement à ses émotions, mais c'est vraiment dans l'action, puis dans une situation presque réelle et concrète que le changement, sur les plans cognitifs, affectifs et émotionnels vont se faire. C'est d'ailleurs, ce que Shelley Brundage dit dans un de ses articles qu'on pourra mettre, dans les références, là, que la RV, ça permet vraiment de faire des changements, à long terme sur ces plans-là, tu sais. Ouais, J'ai non, je suis noté complètement d'accord. Puis ça fait que tu t'exposes, c'est ça, c'est comme si ça sauve du temps, comme on a dit, ça sauve du temps, tu sais, au lieu d'avoir comme quelques exposés oraux, s'organiser des exposés, ben là, t'en fais avec ta RV, tu sais. Puis d'ailleurs, Anne, dans votre projet, vous aviez, en termes là, de visio-casque, vous avez le RV Oculus Rift, c'est ça? Donc, Ouais, tu sais, c'est ce qu'on avait à concrètement, ce là, ce que vous moment-là. aviez Ouais. comme outil, là. Ben en fait, là, ce que tu as nommé, c'est le casque de réalité virtuelle. Ça prend un ordinateur que j'allais dire les geeks, que les gars du côté plus techno dans mon équipe diraient un ordinateur VR ready. Donc, un OK. ordinateur avec une bonne carte graphique, notamment. Faut que ça soit des ordinateurs quand même un peu puissants. Ben là, ça, c'est un logiciel, en fait, là, que je parlais de Luco, qui est, là, je vous ai parlé du module pour l'anxiété sociale, mais il y a différents modules. Tu sais, eux, c'est le département de cyberpsychologie, fait qu'ils vont travailler aussi la part des araignées. Fait que, tu sais, c'est pas tous les, les Ouais, logiciels qui rejoignent les besoins cliniques des personnes qui bégaient, mais celui-là sur l'anxiété sociale, il était particulièrement pertinent. Il y a aussi un restaurant, un dépanneur, il y a la classe, puis peut-être qu'il y en a un quatrième qui m'échappe. Un poissonnier? Non. Non! La poissonnerie, es-tu là? La poissonnerie, s'il vous plaît. On aimerait rajouter ce tableau. Juste pour moi. Hey, fait que c'est super. Fait que là, tu sais, on comprend bien, là, c'est ça, il y avait comme le groupe de jeunes qui avaient l'environnement. Et là, il y avait 3 situations, l'appartement vide, la classe réelle, la classe virtuelle. Ouais. Et là, il faisait une présentation orale dans ces 3... il devait parler ou en tout cas faire un exposé oral dans ces 3 situations-là. Puis là, ils prenaient leur cotation de stress subjectif en 0 à 10, leur cotation de sévérité subjective de bégaiement aussi. Oui. Finalement, peux-tu nous résumer qu'est-ce que vous avez observé comme résultat dans l'étude? Bien, au niveau du bégaiement, il n'y a pas de différence significative entre la parole dans les classes virtuelles et la classe réelle, mais donc ça, c'était sensiblement la même chose, mais c'était plus élevé que devant l'environnement vide. Donc, le fait de parler devant un auditoire, qu'il soit réel ou virtuel, ça générait plus de bégaiement. D'autres résultats intéressants, c'était au niveau de l'appréciation de l'outil de RV comme tel. Les participants, là, ils sentaient un bon niveau de présence, un bon niveau d'immersion, peu d'effets négatifs. Souvent, l'enjeu, là, c'est les cybermalaises. Tu sais, comme avant qu'ils mettent leur casque de réalité virtuelle, on leur dit là, tu sais, il faut que tu ailles doucement, faut pas que tu fasses, mettons, des gros oui ou des gros non avec ta tête parce que ça peut donner mal au cœur. Mais on a eu très peu là, de participants qui ont vécu des cybermalaises. Et 70% d'entre eux ont trouvé l'outil très utile en pensant là, à leur suivi de réadaptation. Ah, génial.
Wow, ouais, c'est vraiment prometteur. Puis est-ce que, à ton avis, la RV, c'est une technologie accessible sur les plans financiers? Ou, tu sais, ben, on s'est dit plutôt que, bon, il y a des programmes sur des ordinateurs vraiment lourds, puissants, c'est pour les geeks, mais est-ce qu'il y a des outils qui permettraient Ouais. à des orthophonistes qui n'ont pas un budget, phénoménal ou qui sont au privé aussi, tu sais, qui n'ont pas les, Ouais. ressources d'une institution, de faire de la RV dans leur bureau? Mmh. Ben, c'est une technologie qui est de plus en plus accessible, là. Tu sais, ils commencent aussi à avoir des casques de réalité virtuelle dans les jeux vidéo. Fait qu'il peut même avoir Mmh. des clients, des jeunes qui bégayent qui ont déjà des casques de réalité virtuelle à la maison. Tu sais, si on pense à Ah! un casque bas de gamme, on peut penser à 50-60 $ pour un casque de réalité virtuelle. Il y a Mmh. les casques à l'intérieur duquel tu peux placer ton téléphone pour Mmh. t'immerger dans un environnement. Il y a différentes technologies aussi qui peuvent être en ligne, comme il y a With VR qui est appelé à sortir bientôt, là, Oui, qui est Mmh. de Gareth Valcom qu'on a rencontré, hein, toutes oui, les Ouais, oui. 3 au, Ouais, oui. Congrès international sur le Il est tellement bégaiement et le gentil. bredouillement. Oui, il est full fin. Mmh. donc, tu sais, ça, c'est un outil qui est disponible en ligne. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir le gros ordinateur. C'est sûr que nous, on fait de la recherche, on fait du développement technologique, donc on veut le faire avec les meilleurs outils possibles. Mais ce qu'on veut faire dans le futur, c'est de le rendre accessible en clinique, pas juste à Marie-Enfant, là, en clinique. Ben, on va dire au Québec en premier, là, mais tu sais, que les cliniciens spécialisés en bégaiement puissent avoir accès à ça. Puis on voudrait qu'il soit accessible aussi à distance. Par exemple, que le client, chez lui, il puisse le faire sur son portable ou sur sa tablette. Tu sais, par exemple, on fait la première exposition dans le milieu clinique, on l'accompagne, puis par la suite, il peut le refaire chez lui à plusieurs reprises. Bien là, on est Mmh. vraiment en train de décupler le potentiel de la thérapie parce que de Ouais. façon autonome, il peut répéter ses expositions. Ben oui, Quand tu en parlais tellement. tantôt, le casque là, qui s'achète peut-être à 50 $ au Best Buy ou bon, j'y pensais puis je me disais pour une personne qui bégayait, tu sais, ben, moi ça m'aiderait maintenant aussi puis dans mon, adolescence, ça m'aurait aidé encore plus là, d'avoir un casque, de pouvoir pratiquer ma présentation avec un casque, chez moi dans ma chambre puis Ouais. on parlait plutôt des, vidéos accessibles sur YouTube d'une classe ou d'un modèle, d'une entrevue, tu sais, tu mets ça dans ton casque, tu es vraiment dans ta bulle, tu te pratiques puis ça t'expose, tu sais, c'est à portée de main, là, c'est vraiment super. Ben oui, puis moi, c'est ça, je voulais nommer aussi Sarah Hervé, qui est orthophoniste, en Mhm. France, qu'on aime beaucoup, qu'on a rencontré aussi au Congrès international, à Montréal, là, au mois de mai dernier, et elle me disait qu'elle, elle utilise hey, je dis toujours VR, la RV, je le dis C'est pas grave. la RV dans sa clinique. Elle est, orthophoniste en clinique privée et elle utilise le logiciel C2 Care, et bientôt, elle dit qu'elle va utiliser le WIT VR, là, parce qu'on attend tout, on dirait, ce logiciel-là là, qui est créé par Gareth, comme on l'a dit, qui est un adulte qui bégait. Mmh. Donc c'est ça. Donc, c'est quelque chose qu'elle utilise pour certaines personnes qui bégaient. Puis elle trouve que c'est quand même intéressant là, comme outil. Puis il me semble qu'elle a l'Oculus, le visio casque, comme on dit, Anne, hein, le terme là, pour Ouais, je pense que le c'est casque. une terminologie qui est utilisée aussi. Mais je crois que ça coûte un petit peu plus cher, là. Dans le fond, c'est peut-être un 300-400 $ hein, pour ce genre de casque-là, mais on pourrait laisser certaines références là, pour ceux et celles qui sont intéressés de logiciels puis d'appareils qui pourraient être pertinents pour les gens qui nous écoutent. Mm. Mmh. Hem, pour clore, notre épisode, on aimerait te demander c'est quoi tes futurs projets de recherche en lien avec la réalité virtuelle et le bégaiement? Ouais, ben en fait, c'est super excitant. Tu sais, je parlais de l'équipe Virtuor. En fait, l'équipe Virtuor, c'est une équipe qui s'est agrandie parce que nos besoins se sont développés avec le temps.
tu sais, avec l'article qui a été publié au Journal of Fluency Disorder, j'ai eu la chance de collaborer avec Lucie Ménard, Anne-Lise Leclerc et Stéphane Bouchard. Et ensuite, ben on est allé chercher là des partenaires plus du côté technologique, notamment avec l'École de technologie supérieure. On a David Labbé, Sheldon Andrews qui se sont joints à l'équipe, puis également Selçuk Given qui est plus du côté de l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'on veut faire comme équipe, c'est d'utiliser une technologie qui est, on appelle ça de l'animation en temps réel. De l'animation en temps réel, c'est au lieu d'avoir des réactions là, qui sont programmées à l'avance, c'est comme une façon de se déguiser virtuellement, OK? C'est que pendant que je parle, il y a un dispositif qui fait de la capture de mouvement et en temps réel, donc tout de suite, là, les mouvements, ils sont transposés sur l'avatar. Alors, si je veux devenir un poissonnier virtuel, je peux le faire, je peux l'animer en temps réel, mais là, c'est fou, là, toutes les situations qu'on peut créer. On l'a essayé là, cet été, là, en août 2022. Notamment là avec un professeur qui était animé en temps réel, mais là on peut créer là, plein d'avatars puis plein de contextes différents. Et donc la suite du projet, c'est de poursuivre là, la recherche. On aimerait ça poursuivre avec des mesures physiologiques pour mesurer le stress. Donc, pas seulement comment tu te sens de 0 à 10, mais par exemple, le battement cardiaque, la conductivité de la peau, tu sais, à quel point il y a de la sudation dans les mains. Donc, ça, c'est des mesures qui peuvent être prises, qui sont plus objectives au niveau du stress. Et moi, mon rêve, en fait, c'est qu'on puisse créer des avatars personnalisés. Des avatars personnalisés, c'est par exemple maintenant sur certaines technologies cellulaires que je nommerai pas spécifiquement pour faire de la pub. Il y a des caméras de profondeur et avec une caméra de profondeur, on peut l'ajouter dans la banque d'avatars. Donc, je pourrais être appelée à animer le vrai professeur de mon client s'il accepte qu'on prenne sa photo avec une caméra 3D. Donc là, on est vraiment là dans plus la médecine personnalisée. Et je vous amène, une étape plus loin dans mon rêve. On voudrait que l'avatar puisse réagir par lui-même. Parce que là, si on veut que le client puisse le faire à distance, idéalement, il faudrait qu'il puisse le faire sans l'orthophoniste. Donc, on est là à créer des modules de reconnaissance vocale qui supportent la parole qui bégaye. Pour qu'il puisse comprendre qu'est-ce que le jeune qui bégait dit puis qu'il puisse lui répondre. Et on voudrait identifier des marqueurs vocaux, par exemple, d'anxiété pour que le logiciel ait déjà des pistes pour micro-graduer là, le degré d'anxiété. Est-ce qu'il y a besoin, il est prêt à aller plus loin ou est-ce qu'on reste au même niveau? Tout en ayant la possibilité de lui-même décider s'il veut rester au même niveau ou continuer. Mais c'est vraiment avec comme toute une équipe qui a vraiment son champ d'expertise complémentaire au mien. C'est vers ça qu'on s'en va là, dans les prochaines années. Ouais, wow, c'est vraiment le coller à la réalité le plus possible, tu sais. C'est très cool. Il y a énormément d'innovation technologique dans notre domaine. Je suis convaincue que dans quelques années, là, très bientôt, on va inclure la technologie beaucoup plus dans l'intervention et l'évaluation orthophonique. Ça s'en vient. Grâce à toi, notamment ici. Merci. Mais on dirait que la technologie, elle s'intègre plus naturellement avec des déficiences motrices, des problématiques moteurs, par exemple les physios. Puis en orthophonie, je pense qu'il faut vraiment faire notre place parce que nous aussi, on peut en bénéficier puis en faire bénéficier les gens qui ont des troubles de la communication. Puis là, aujourd'hui, on parle du bégaiement, mais il y a plein
il y a plein de populations suivies en orthophonie qui vivent de l'anxiété quand ils doivent prendre la parole puis qui pourraient tout aussi bien bénéficier là, de technologies comme la réalité virtuelle. Tellement. Ouais. D'où le nom VirtuOR. Dans le fond, c'est Virtu pour virtuel puis OR pour orthophonie. Donc, de vouloir même pas. l'inclure. C'est bien cool! VirtuOR. Que ça devienne comme plus une partie intégrante de notre pratique clinique. Ah, c'est génial. Hey, merci beaucoup, Anne, pour ta participation aujourd'hui à l'épisode. Un grand merci à toi. Ben, ça me fait super plaisir. Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégayent pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!